tous et bienvenue pour cet autre mardi à partager avec vous et à exploiter avec notre conducteur qui sera riche de tout ce qui aura meublé l'actualité. Vous savez, malheureusement, dans la nuit d'hier, nous avons perdu une icône de notre musique en Côte d'Ivoire dans son entièreté et plus précisément de la tradition baoulé. La Mémé à la Thérèse a tiré sa révérence. Nous allons lui ouvrir une lucarne dans ce conducteur. Ce sera dans quelques instants. Mais avant, découvrons ensemble mon colistier qui est toujours pimpant pour vous souhaiter la bienvenue à notre matinale. Bonjour ma très chère, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la culture, au terroir de notre pays, à la Thérèse vivra dans notre esprit. C'est un peu la jonction entre la célébration du départ de Roger Fulgence Cassie et le rappel à Dieu de celle que vous apercevez maintenant, l'une des icônes intemporelles de notre patrimoine culturel. C'est bien sûr Alla Thérèse qui a rejoint la loi, son mari avec qui elle a fait près de 60 ans de carrière au service de la culture baoulé, la culture ivoirienne. Et nous avons une pensée, nos pensées courent vers toutes les personnes affligées, et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus nombreuses dans le monde entier. Matin Bonheur aujourd'hui, ce mardi 21 janvier, oui, décembre est passé depuis longtemps, janvier est en train de finir, 21 décembre, Alex me disait, ça a duré, oh, c'est vrai. Ben oui, parce qu'il en reste encore 2 semaines bien pleines. Hein. Donc là, franchement, on a été un peu dupés pour les 2 premières semaines. Oui. On a cru que ça allait passer plus vite. L'image du jour, mesdames et messieurs, c'est cette image-là que nous vous proposons maintenant. Voilà, le cycle de la vie. Le cycle de la vie, cette attirance, vraiment, ça explique tout. Ça, c'est une image qui symbolise la vie. Et oui, l'empressement aussi de la rencontre hein, avec celui qui arrive. Elle est déjà là, la grande sœur. On voit ses boucles d'oreilles là. Elle attend sûrement son petit frère ou sa petite sœur. Et c'est magnifique cette étape-là de fraternité entre deux êtres qu'on aime de tout notre cœur. C'est le moment, hein, c'est le moment où les enfants disent « Ah, papa, maman, je veux mon petit frère, je veux ma petite sœur. » Comme si c'est comme ça. Mettez la machine en marche. Ça demande beaucoup de choses, hein, de planification aussi. Voilà. Et on y pourrait prendre des cours avec vous. Oui, alors. Je veux mon petit frère, je veux ma petite soeur. C'est pas facile, hein? Il faut planifier maintenant. La vie est trop chère, est trop dure maintenant. C'est ça. Sinon, aujourd'hui, nous célébrons toutes les personnes qui se prénomment Agnès Cassie, donc du service médico-social de l'RPI, à qui on fait un gros bisou. Maman Agnès Crédit aussi. Et oui, madame Agnès Crédit, à qui on fait un coucou pour ce matin. Bonne fête à vous. À côté de ça... Il y a toujours une tante Agnès dans la famille. On salue toutes les tantes Agnès. Elle fait de bonnes soupes. Voilà, une tante Agnès qui s'est bien préparée. Et puis elle garde ses recettes de façon. C'est ça. Les variantes, il y a quoi? On a Agnesia, on a Inès, Nesta, et puis Agnestica. Ça, c'est sûr que c'est du côté de la Russie. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée des atouts. Chez nous, on dit atouts. C'est ça, chez les autres, on dit hug day. C'est-à-dire, on se fait des câlins. Des câlins. Est-ce que je peux, un câlin. Un câlin, Alice. Oh, ça va. J'ai le plus beau métier du monde. Lui, par contre, je dois lui faire un câlin. Bon, un câlin aussi. Okay. Je vous envoie mon câlin de loin. C'est mieux, hein? Je sonne tampon. Matin Bonheur, dans la bonne humeur. Mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. C'est Régis maintenant de faire un câlin à l'info. C'est parti. Bonjour Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de suivre l'actualité nationale. Le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement a ouvert ses portes hier à Londres. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, représente la Côte d'Ivoire aux côtés d'une vingtaine de présidents africains répondant à l'invitation du Premier ministre Boris Johnson. Autre temps fort de la rencontre, le chef de l'État a animé un panel sur le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». L'occasion pour Alassane Ouattara de relever les progrès de la Côte d'Ivoire ces 8 dernières années. En marge du sommet sur l'investissement Royaume-Uni-Afrique, la première dame des Côtes d'Ivoire, Dominique Ouattara, a eu une séance de travail ce lundi avec Jennifer Thompson, responsable en charge de l'immigration et de l'esclavage moderne au ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. Jennifer Thompson s'est félicitée des résultats obtenus par la première dame des Côtes d'Ivoire en matière de lutte contre le travail des enfants et l'a encouragée à poursuivre ses efforts. Dominique Ouattara a invité la responsable britannique à venir en Côte d'Ivoire pour intensifier leurs échanges sur la question.
Parlons justice à présent, relatif à l'affaire Guillaume Soro. Le bureau de l'Assemblée nationale a procédé à la levée de l'immunité parlementaire de 6 députés. Je vous propose de suivre l'arrêté lu par le député Paul Incra. Arrêté numéro 001-2020 ANB portant levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kandos Maoro, Lobognon Anyima Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Gibafori Guillaume et Yao Smaïla. Le bureau de l'Assemblée nationale, réuni au palais de l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2020, vu la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale, vu la requête d'élevée d'immunité parlementaire formulée par le groupe parlementaire HDP en date du 14 janvier 2020, après en avoir délibéré, ainsi que l'indique le procès verbal de la réunion, les différents membres du bureau entendus arrêtent. Article 1er. La requête du groupe parlementaire RHDP demandant la levée de l'immunité parlementaire des députés Kamara Loukman, Kando Smaoro, Lobognon Anyime Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Soro Kibafori Guillaume et Yao Smaïla est recevable. Article 2. L'immunité parlementaire des députés ci-dessus cités en article 1er est levée suite à un vote au scrutin secret des membres du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale. Article 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 20 janvier 2020, le président Soumaoro Amadou. Soro Guillaume, accusé de fait de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Une requête a été portée à son encontre le 7 janvier dernier auprès de la Cour de cassation par le procureur de la République d'Abidjan. Eh bien, la Cour de cassation a répondu favorablement à la demande. Herman Guivet nous en parle. Palais de justice d'Abidjan, salle annexe du tribunal de première instance, le procureur de la République Adou Richard face à la presse ce lundi. L'information, la Cour de cassation favorable à l'instruction d'une procédure initiée à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume pour des faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Cette requête a été adressée à la haute juridiction eu égard à la qualité de membre du gouvernement de mis en cause au moment de la commission des faits à lui reprocher. Par arrêt, en date du 17 janvier 2020, la Cour de cassation a fait droit à la dite demande en désignant l'un de ses membres qui devra procéder à l'instruction de cette procédure en application des dispositions de l'article 695 du Code de procédure pénale. La procédure ainsi décrite ne concerne que M. Soro Kibafori Guillaume en sa qualité de membre du gouvernement au moment des faits et uniquement pour les faits de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les autres personnes impliquées dans cette procédure demeurent poursuivies devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan. Il convient d'indiquer qu'après l'instruction du dossier devant le magistrat désigné par la Cour de cassation, et si celui-ci retient à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume des charges suffisantes, il ordonnera son renvoi devant un tribunal pour son jugement. S'agissant des faits d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, leur poursuite n'obéit à aucune autre formalité particulière, conformément aux dispositions des articles 7 et 31 de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République.
Le préjudice financier s'élèverait à 1,5 milliard selon les informations mises à disposition du procureur de la République, Adou Richard. Du football pour terminer, le tirage au sort des poules éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 de la CAF aura lieu, de la zone CAF aura lieu aujourd'hui au Caire. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, 3 participations à la Coupe du Monde chacune, se retrouvent ainsi dans le pot 2 et s'annoncent comme la composante possible de futurs groupes de la mort, tandis que l'Angola et le Togo, qui ont représenté le continent africain au Mondial 2006, sont versés dans le pot 4. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine à 6h30. Merci à vous Régis Kofi pour cette première slave. Nous, on vous invite illico à faire un peu de sport avec notre coach Cool. Coucou champion, bien dormi? Ce matin, nouvelle séance de sport de qualité. Niveau intense. On souffle. Bravo à vous. On passe aux étirements. On marche. C'était chaud, hein? On grandit sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. 1, 2, 3, 4 et 5.
Bravo à vous. On se retrouve demain matin pour du sport de qualité avec votre coach préféré. Et vos animateurs préférés, bien sûr. Allez, désormais, vous n'allez pas regarder vos escaliers dans vos immeubles ou dans vos maisons de la même manière. Exactement. Parce que c'est un véritable vecteur, ce sont de véritables vecteurs de sport. C'est très bien pour la santé. Et puis, on n'a plus d'excuses pour dire non, on ne peut pas sortir. Non, à la maison, chez vous, dans vos immeubles, franchement, il faut monter, descendre, monter. Ça fait du sport. Et en plus, en toute tranquillité, sans être gêné par la pollution qui est de mise partout, hélas. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec maintenant un moment très important, très savoureux, au sens propre comme au sens figuré. Regardez. Eh oui, et comme nous l'a indiqué notre chef de plateau Anassé avec ce geste-là, oui, on va passer maintenant à la nourriture avec notre histoire du petit-déj. Aujourd'hui, c'est un bon ragoût. Du ragoût de pommes de terre ou d'igname. En tout cas, le féculent est à la mode ce matin avec des légumes et de la bonne viande, comme nous l'a indiqué ici notre cher docteur Envo. La viande le matin, c'est important. Absolument, et les féculents, hein, ça donne des forces pour le matin. Et vraiment, ça fait du bien. Et c'est éminemment reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et de nos ventres. C'est très bon pour le matin, c'est très nourrissant, on ne va pas se le cacher. Ma très chère Alix, bon appétit si vous avez des idées de ragoût ce matin. Ouais. Vous avez des idées de ragoût, ça tombe bien. Nous, on a des idées de ragoût et en plus des idées de presse écrite parce qu'on soutient nos frères et sœurs de la famille de la presse, la fameuse presse écrite. C'est dans le cadre de la revue de presse. Revue de presse qui démarre avec Renaud. Bonjour à vous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Et on parlera du procureur de la République qui était en face, bien sûr, de la presse hier. Oui, et c'était dans le cadre de l'affaire tentative de déstabilisation. Au cours de cette rencontre, Adou Richard a déclaré « Nous avons contacté des structures pour exécuter le mandat d'arrêt. » Selon l'Inter qui relaie cette information, les immunités parlementaires de Soro Guillaume, Alain Lobognon et Kanigui ont été levées. Le confrère indique aussi que de nouveaux détails sur l'affaire de détournement ont été révélés et que la stratégie des déstabilisateurs a été dévoilée. Et comme il fallait s'y attendre, mesdames et messieurs, la presse vraiment se fait l'écho de cette conférence de presse. Oui, on continue de parler de cette affaire qui est reprise par l'ensemble de la presse nationale de ce jour. Et c'est avec le quotidien Le Temps qui lance à sa une affaire projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. De nouveaux enregistrements accusent Soro. Le confrère indique que des policiers et des politiques plutôt et des officiers de l'armée sont cités dans cette affaire. Le quotidien revient sur le rôle joué par les renseignements généraux français et américains et cite le procureur Adou Richard qui souligne que le mandat d'arrêt est en bonne voie. Et on reste encore avec le même sujet. Oui, et c'est avec le Soir Info qui indique que l'affaire Soro prend une autre tournure. Selon le confrère qui évoque lui aussi la levée de l'immunité de Soro, Lobognon ou encore Lukiman, le procureur explique tout. Plus de précisions dans Soir Info de ce jour. Et puis maintenant, on va quand même refermer ce chapitre avec l'expression. Oui, et le quotidien qui barre à sa une, poursuivi pour recel et atteinte à la sûreté de l'État. Soro et ses proches coincés de toutes parts. Selon le confrère, après la levée de leur immunité parlementaire, le dossier de leur poursuite est recevable devant la Cour de cassation. Et on parle de toute autre chose avec le quotidien Le Matin. Guerre de positionnement au PDCI, Guy Kahué veut la tête de Kakabé. Selon le confrère, dans cette guerre qui oppose les deux dignitaires du parti septuagénaire, plusieurs décisions de Bédier sont rejetées par le secrétaire exécutif en chef. Plus de détails dans Le Matin. La Côte d'Ivoire est en deuil, hein, vous le savez, Alla Thérèse n'est plus. Hélas, oui, Alla Thérèse, l'une des dernières dépositaires de la musique traditionnelle de notre pays, s'en est allée ce dimanche 19 janvier 2020 des suites d'une courte maladie à l'âge de 84 ans. La chanteuse aux pieds nus aura marqué la musique ivoirienne avec son conjoint, l'accordéoniste Ngoran Laloua, décédé l'année dernière, avec lequel elle formait un duo musical très apprécié. À l'annonce de son décès, le président de la République, site Fraternité Matin, a déclaré, je cite, « La Côte d'Ivoire perd une grande dame ». Et on referme ce journal, du moins cette revue de presse, toujours avec Fraternité Matin. Oui, on parle de coopération avec le sommet Royaume-Uni-Afrique. Selon Fratmat, cette rencontre axée sur les investissements qui connaît la participation de plus de 16 dirigeants africains ouvre une nouvelle page entre le continent et le Royaume-Uni. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui y participe, a partagé l'expérience ivoirienne en matière de développement et a eu un tête-à-tête hier avec le Premier ministre anglais, Boris Johnson.
Merci infiniment à vous, Renaud. On vous Merci. retrouve avec plaisir demain. Et puis, soignez votre grippe malgré la maladie. Vous êtes venu, vous avez tenu à faire cette revue. Merci pour votre professionnalisme. À suivre dans Matin Bonheur, mesdames et messieurs, on aura Delors Inabo, notre spécialiste de la culture, qui viendra nous parler un peu de la résonance par rapport au décès, au rappel à Dieu de Alla Thérèse. Mais tout de suite, dans quelques instants maintenant seulement, grâce à la dextérité de notre réalisateur Jacques Brou, on aura bien sûr M. Célestin Dia du digital de la RTI qui va nous parler de services à valeur ajoutée. C'est juste après ceci. Bonjour Monsieur Dia. Bonjour Alice. Bonjour. Bienvenue. Alors, la maison qui reçoit la maison pour nous parler de l'importance des services à valeur ajoutée. Qu'entend-on par valeur ajoutée? Alors, on entend par service à valeur ajoutée une activité ou un ensemble d'activités développées dans un cadre professionnel pour apporter un plus à l'activité principale. Donc un plus en termes de satisfaction clientèle ou un plus en termes de revenus additionnels. Permettez-moi d'utiliser l'analogie suivante pour élucider cette définition théorique. Alors considérons Dame X, une commerçante, une restauratrice dans la zone de Cocody, qui constate de plus en plus que son revenu est en baisse. Et pour cause, ses clients, qui pour la plupart sont des travailleurs dans la zone, qui n'arrivent pas à se dégager à la pause pour rejoindre le restaurant. Donc la dame dont le cœur d'activité est la restauration, la préparation et la commercialisation de mets, se propose de faire de la livraison. Donc là, ce service qu'elle développe en plus est un service à valeur ajoutée. Ceci va permettre à la restauratrice de rejoindre ses clients là où ils sont dans leur bureau pour leur apporter le repas. Donc, un service à valeur ajoutée, c'est une activité qui apporte un plus à l'activité principale, qui vient donc comme un complément à l'activité principale au cœur de métier. C'est un peu ce petit truc en plus, comme on dit. Alors, quels sont les types de services à valeur ajoutée concernant notre giron, notre spirale, c'est-à-dire la RTI? Alors, il faut préciser que les services à valeur ajoutée sont de diverses formes. En fonction du secteur d'activité, il y a un service à valeur ajoutée qui est développé. Tout à l'heure, j'ai présenté le cas de la restauration. Mais pour la RTI, nous avons choisi de faire des services à valeur ajoutée télécom. Pourquoi des services à valeur ajoutée télécom? Alors parce que, grâce à la RTCI, nous avons compris qu'il y a 36 millions qui sont abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. 36 millions. Et en plus, ces 36 millions n'utilisent pas seulement le téléphone pour communiquer, mais pour se divertir et s'informer. Donc, nous avons décidé de rejoindre les téléspectateurs et abonnés dans leur nouvelle façon de fonctionner. Du coup, nous avons élaboré 2 types de services à valeur ajoutée. Le premier, qui est un service à valeur ajoutée à contenu, qu'on appelle les alertes SMS. Donc, on donne la possibilité à nos téléspectateurs de recevoir des contenus d'information, de divertissement et de sport au quotidien. Et dans un autre temps, on a des quiz et des votings. Les quiz sont des questions qu'on pose autour des émissions pour essayer de jauger de la compréhension des téléspectateurs de nos émissions que nous faisons. Et ensuite, nous avons des votings pour leur permettre d'interagir avec les émissions qui mettent en compétition des candidats comme Varitoscope, Wozo Vacances, Baby Dance Battle, en fait. Voilà, donc les téléspectateurs peuvent voter pour soutenir les candidats et en retour recevoir des prix. Ça, il y a une implication de part et d'autre. Alors, quel est l'avantage justement pour le téléspectateur? Mais c'est tout à fait évident, je dois dire, parce que c'est pour eux que nous développons les services à valeur ajoutée, en fait. Figurez-vous qu'à la faveur de la Coupe du Monde 2018, nous avons fait partie 2 téléspectateurs pour assister à la finale de la Coupe du Monde en Russie. La RTI a fait partie 2 téléspectateurs pour assister à la finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, en Égypte. Nous avons offert, dans le cadre de Varitoscope, une voiture d'une valeur de 15 millions. Et chaque mois, c'est plus de 3 millions que nous partageons à nos téléspectateurs pour leur fidélité. L'histoire que nous écrivons avec nos téléspectateurs, c'est vraiment une histoire de cœur. Parce que, figurez-vous qu'un téléspectateur qui est à la frontière du Mali, qu'on appelle et qu'on lui dit qu'il a gagné 1 million de francs CFA parce qu'il suit la RTI, c'est vraiment formidable. C'est un peu l'avantage qu'on offre en termes de services à valeur ajoutée à nos téléspectateurs pour un peu les récompenser pour leur fidélité, voilà, vis-à-vis de nos programmes. Alors, quand on dit service à valeur ajoutée, c'est le petit truc en plus. Justement, quand il y a un petit truc en plus, de façon indubitable, ça attire des partenaires. Alors, est-ce que les sponsors, les annonceurs peuvent se greffer à cet élan de valeur ajoutée? Effectivement, tout le monde a sa place.
Parce que pour promouvoir les services à valeur ajoutée, c'est plus de 12 spots que nous diffusons par jour sur l'ensemble de nos différents supports. Ah, quand même. Oui, on a RTI 1, RTI 2, on a Radio Côte d'Ivoire, on a Fréquence 2. Voilà, et donc... RTI Boaké. RTI Boaké aussi, voilà, pour être exhaustif. Donc, RTI Digital. Digital, bien entendu, les supports, j'allais y arriver. Et les annonceurs peuvent venir en billboard début et fin pour se rendre davantage visibles. Parce que sur ces spots-là, ils peuvent greffer leur logo, simplement, pour se rendre visibles. Et nous faisons également des campagnes digitales. Donc ces campagnes-là, ils peuvent également venir se greffer pour accompagner les récompenses que nous faisons. On sait tous que chacun de nous est intéressé par ce qu'il gagne. Donc c'est le moment de captiver l'attention des téléspectateurs. Et les remises sont faites en direct. Ça leur permet d'accroître leur visibilité, comme on a dit la dernière fois ici, 360 à la radio, au digital et à la télévision. Donc c'est vraiment une lucarne pour les annonceurs pour venir prendre une part du marché. Voilà un peu l'avantage qu'ils ont aussi en venant s'installer. Parlons de part de marché. On a deux cibles. On a les téléspectateurs, on va dire, digital mobile. Et on a les annonceurs qui pourraient se diriger vers l'offre que vous offrez, justement, pour permettre la tautologie. Alors, le positionnement est déterminant. On est dans un espace assez ouvert et concurrentiel. Aujourd'hui, quel est notre positionnement? Alors, le positionnement de la RTI, il est à son paroxysme. Moi, je dirais qu'il n'est pas encore mieux, il n'est pas mieux qu'avant, en fait. Il est toujours au top. Ça n'a pas changé. Au contraire, on continue d'intéresser les téléspectateurs. On continue avec les innovations qu'on apporte aujourd'hui. On continue d'intéresser les internautes. C'est vraiment les leaders. Voilà, je le dis ainsi. Avec le sourire. Voilà, oui, bien sûr, parce qu'on a cette expérience, on en a discuté ici la dernière fois, on a ces contenus que les autres m'ont parlé et tout, voilà. Donc c'est vraiment une nomenclature de programmes, vraiment plus de 22 heures de programmes par jour sur 24 heures. Vraiment, nous sommes les seuls sur la place à le faire. On va les visages ailleurs aussi. Hein. Voilà. Concernant les tranches d'âge, parce que quand on parle de digital, c'est de plus en plus jeune. Oui. Alors, quelles sont les tranches d'âge qui sont les plus réceptives et sur lesquelles vous tablez, qui sont un peu, comme on peut dire, vos têtes de gondole? Alors, on s'intéresse à tout le monde, hein, peu importe la tranche d'âge, mais la majeure partie, c'est des jeunes. On sait plus que, d'autant plus que les jeunes sont plus ou moins enclins à utiliser les smartphones et tout, les réseaux sociaux. Donc, c'est de 14 à 30 ans. Voilà, c'est vraiment cette masse-là qui nous suit au quotidien, en fait, avec une forte connotation masculine. Voilà, mais on a Instagram, par contre, qui fait la différence, où il y a beaucoup plus de femmes qui utilisent ce réseau. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment des jeunes qui s'intéressent à ce que nous proposons, qui de plus en plus attirent même les parents pour venir voir, parce qu'il y a des émissions aussi et des rubriques qu'on reprend, voilà, des anciens variétoscopes et tout, qu'on reprend, qui permettent à ceux qui sont nostalgiques, qui sont plus pratiquement dans cette tranche de la jeunesse, mais qui reviennent voir nos contenus. Donc c'est vraiment tout le monde, mais en majeure partie, ça concerne un peu plus les 14-30 ans, en fait. Voilà. Cette jeunesse qui est toujours avec son smartphone, en train de chercher le divertissement, la musique et autres. Et parlant de cette interaction, de cette connexion-là, quelles sont les suggestions qui fusent sur la toile par rapport voilà, au programme et autres? Aujourd'hui, ce qu'on pourrait dire, c'est que les internautes, ils nous font remonter, par exemple, pour le film institutionnel que nous avons fait récemment, ils nous adressent leur satisfaction, en fait. Ils voient que de plus en plus, on s'intéresse à eux. On leur propose de nouveaux contenus. Voilà, récemment, on a Vendredi soir qui passe, voilà, qui est un programme aussi qui a une bonne aura sur la toile en ce moment, voilà, qui a un très bon retour. Donc, c'est un peu ça, c'est des félicitations, en même temps des points d'amélioration qu'ils proposent, voilà, pour pouvoir améliorer en fait en continu notre programme. En fait. Alors, ces 14-30 ans-là, Célestin Dia, quel regard ils ont sur notre manière à la RTI de traiter l'information? Alors, ces 14-30 ans, pour la plupart, ne sont pas, je dis, trop intéressés par l'information politique et tout. Voilà. Donc, ce qu'ils voudraient, je dis, entre guillemets, pour ce qu'on a comme retour, c'est vraiment beaucoup plus de divertissement, beaucoup plus de musique, beaucoup plus de people. C'est des gens qui s'intéressent à Marcelin Govoy. Ils veulent savoir la vie côté jardin de Marcelin Govoy. Ils veulent savoir la vie côté jardin d'Alice. Ils veulent savoir la vie côté jardin de toutes nos stars. C'est vraiment ces informations-là qui les intéressent, pas la politique en tant que telle, en fait.
pour eux, ce n'est pas ce qui les intéresse au quotidien. C'est clair qu'il y a une autre cible qui s'intéresse à ça. Mais pour apporter peut-être de l'eau à votre moulin, justement, parlant du positionnement des présentateurs. C'est très important. Hein. Ailleurs, sur d'autres chaînes, il ne faut pas s'en priver. Ce sont les présentateurs qui sont on va dire, les figures de proue, les vitrines. Mais ici, qu'est-ce qui est fait concrètement pour mettre les présentateurs en avant? À part le fait que nous, on se lève le matin, on vient présenter. Alors, ce qu'on fait chaque jour, déjà pour les anniversaires, vous avez dû le remarquer, on félicite nos présentateurs. Et ça a démarré depuis quand? Depuis toujours. Ah oui, parce que... Depuis toujours, on félicite nos présentateurs. Je pense qu'il y a des dates qui ont sauté. Hein. L'année passée, Matin Bonheur était 286e. Ça a évolué cette année. Il y a des dates qui ont sauté en plus. Et vous savez qu'on en fait plus aujourd'hui, de plus en plus. Nous sommes en train d'actualiser nos différents supports. Donc là, on ne va pas dévoiler les projets ici. Mais on indique que la priorité est donnée aux présentateurs, en fait. Donc, ceux qui sont vraiment la figure, comme je dis, les gens viennent chercher à savoir la vie côté jardin de nos animateurs, de leurs stars. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer des services qui vont créer la proximité. Voilà, donc c'est vraiment à ça que nous sommes en train de réfléchir. Vous avez dit un mot, Monsieur Dia, vous avez dit un mot qui nous plaît ici à Matin Bonheur, sinon c'est la proximité. Exactement. Parce que c'est un peu le maître mot de ce rendez-vous. Merci infiniment, ça passe tellement vite. On vous retrouvera un autre mardi pour développer un autre pan du digital de RTI. Pendant ce temps, Matin Bonheur se poursuit toujours dans la proximité. Avec le grand jeu RTI Happy New Year. On va vite. Fête. F-E-T-E par SMS au 98 114. Et tente de gagner des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones. 100 000 et 300 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Et un super lot de 2 millions de francs CFA pour toi seul. On va maintenant. Fête au 98 114. C'est 100 francs le SMS. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les régions du Nord et de la Bande centrale seront toujours sous l'influence des vents d'harmattan, avec un effet relativement faible dans la Bande centrale par la remontée des vents humides. Le sud sera caractérisé par du brouillard ou de la brume humide en début de période avant que le soleil ne fasse progressivement son apparition. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 21 degrés à Bondoukou, 20 degrés à Boaké, 21 degrés à Deloua, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 18 degrés à Korogo, 16 degrés à Mont et Odiné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, en temps généralement ensoleillé, prévaudra sur l'ensemble du pays. Au nord et dans la bande centrale, on observera un temps fait de brume sèche. Et dans la partie sud, l'effet de brise favorisera des passages nuageux avec possibilité d'averses de pluie, notamment dans le sud-ouest. Pour les températures de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 à Korogo, 31 degrés à Mont, 34 à Odiné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. Retour de l'information, nous développons l'essentiel de l'actualité africaine. Bienvenue.
En Éthiopie, au moins 10 personnes ont été tuées et une centaine blessées dans l'effondrement hier d'une plateforme en bois sur laquelle elles avaient pris place pour assister à la célèbre fête de l'Épiphanie orthodoxe. L'incident s'est produit vers 8 h heure locale à Gondar lors de la fête éthiopienne de l'Épiphanie Timkat, inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel en 2019. Des experts en sécurité ont présenté hier au président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré un projet d'une nouvelle politique de sécurité pour le pays confronté depuis 4 ans à de fréquentes attaques djihadistes. Ce document est un référentiel pour conduire tout ce qui est lié à la sécurité, a expliqué le coordonnateur du groupe d'experts, le colonel-major Théodore Pali. En Centrafrique, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, a rencontré les autorités. Il a plaidé pour la stabilité dans le pays. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines a déjà rencontré le président centrafricain à Washington en avril 2019. Cette rencontre en RCA a permis la poursuite des discussions, a-t-il expliqué. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a menacé de virer des ministres, voire de dissoudre l'Assemblée nationale si ses partenaires de la coalition, fidèles à son prédécesseur Joseph Kabila, sapaient son pouvoir. Le Congolais m'a confié une mission et je dois rendre compte à ce peuple. Et celui qui ne va pas suivre mes instructions et qui s'attachera aux instructions de sa famille politique, il sera viré, a déclaré le chef de l'État dimanche devant la diaspora congolaise à Londres, selon des propos cités lundi par la presse quinoise. La justice angolaise a averti hier qu'elle utiliserait tous les moyens pour amener la milliardaire Isabel dos Santos en Angola après la publication d'une enquête internationale accusant la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos d'avoir siphonné les caisses de l'État. Dimanche, le consortium international des journalistes d'investigation a dévoilé une série de documents qui mettent en lumière les montages financiers mis en place par Isabel dos Santos pour, dit-il, détourner l'argent des sociétés publiques du pays. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Merci à vous, Régis Kofi. À tout à l'heure. Et maintenant, nous ouvrons la lucarne, comme à vous annoncé à l'entame de cette émission. Parlons de la disparition de la cantatrice baoulée Ala Thérèse, qui nous a quittés hier en compagnie de M. Inabo Delors. On va essayer de passer en revue le parcours de cette grande dame dans la chronique Actu. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Alex, bonjour Marco. On n'a pas de jingle? On y va. Le village de Bofia, c'est comme ça qu'on dit dans la sous-préfecture de Toumoudi, est en deuil, à l'instar de toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier. Ala Thérèse n'est plus celle qui a bercé notre enfance, l'enfance de plusieurs générations d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, s'est couchée à jamais. Bonjour Delors. Bonjour tout de suite, première question comme ça à brûle pour point. Quelle était la résonance particulière de maman Ala Thérèse? Alors, on peut appréhender cette question d'un double aspect. Premièrement, sous l'aspect culturel, pour ce qui est de l'art qu'elle exerçait, elle s'est imposée, disons, comme une icône. Non pas nécessairement en termes de célébrité, mais en termes de caractère inédit de ce qu'elle proposait. Elle est venue avec un art qu'elle manifeste entièrement en langue locale. Elle s'est incrustée dans un environnement qui n'était pas du tout facile, mais elle a tiré son épingle du jeu. Dans tous les grands événements en Côte d'Ivoire, quand on sait qu'elle n'avait pas les moyens, elle a su s'imposer d'un point de vue marketing et opérationnel à tous les niveaux. Alors le second aspect, c'est l'aspect culturel, comme je disais, de sa musique. Nous voyons qu'elle fait un featuring avec son mari, mais ce dernier joue d'un instrument qui n'est pas du tout traditionnel, local. Il joue de l'accordéon. L'accordéon, c'est un instrument qui a été créé au 19e siècle. Voilà, et qui a été mise à la disposition de l'intelligence musicale. Son mari s'est montré être un parfait maîtrisant, sachant de cet instrument-là. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand on parle d'accordéon, on voit en premier lieu
le mari de Ala Thérèse Ngoran Laloy, et ensuite d'autres pères comme les Adingra et autres. Alors, parlons de ce tandem justement, parce qu'ils évoluaient ensemble depuis le début de leur carrière. 60 ans de carrière, comment c'est géré? Parce qu'on ne voyait pas derrière de grosses têtes entre griffes. C'est justement ça qui fait leur particularité et leur charme. C'est un cas d'école en fait, parce qu'il est difficile d'occuper l'espace de 1956 à 2005 en étant au top de la manière dont ils ont procédé sans qu'on ait entendu de grands noms, de grandes films, de grandes majors derrière leur production. Ça reste encore un cas d'école à découvrir, à étudier, mais je reste persuadé qu'il y a énormément d'enseignements et de richesses à apprendre derrière l'exemple qu'ils ont laissé. Alors, nos confrères donc, de RTI2 nous ont gratifié d'un excellent reportage choisi par la rédaction en chef afin de camper un peu tout ce que représente pour nous maman Ala Thérèse. Retour dans le monde d'Ala Thérèse qui nous a quittés. On ne la verra plus sur la scène avec ses pas de danse, ses décalages et ses pirouettes. Ala Thérèse a rangé définitivement le micro dans la nuit du dimanche 19 janvier aux environs de 23 h à l'hôpital de Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où elle avait été conduite d'urgence à la suite d'un malaise. Une grande perte pour le monde de la culture ivoirienne. Même si je sais chanter, je ne saurais pas chanter comme Ala Thérèse. L'accordion, quand son mari joue, elle sait ce qu'elle dit et le monsieur, il suit avec l'accordion. Et monsieur, il prend l'accordion. Allah, quand elle parle ici, monsieur sait ce qu'elle veut dire. Et aussi vieux quand d'un créon, on connaît encore où ça mot. Ala Thérèse, sa chanson là, quand on se croise, je dis maman, cette chanson là, c'est ce que je veux. Elle me donne le micro, je chante. Elle m'a apporté beaucoup parce qu'on peut dire qu'on s'est inspiré de cette musique tradie moderne. On sait que c'est un être humain, qu'elle pouvait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. Après le décès de son mari Ngoran Laloy en mai 2018, Ala Thérèse perd le goût de la scène et envisage de se retirer définitivement. Un an plus tard, elle retrouve la scène avec Assalfo du groupe Magic System qui lui offre une scène à la 12e édition du FEMUA, un festival qui sera sa dernière apparition sur une grande scène musicale. Vous savez, la musique, souvent on décide qu'on l'arrête, mais c'est quelque chose qui est difficile à arrêter. Après la mort de son mari, c'est vrai qu'elle a traversé des moments difficiles, mais vu la cause pour laquelle nous l'avions invitée au FEMUA, elle n'a pas hésité à donner son accord parce qu'elle venait participer à un FEMUA qui se battait pour l'égalité de la femme. Et Ala Thérèse était quelqu'un qui était éprise de justice et qui déplorait un peu tout ce qui pouvait arriver à la femme comme injustice. Originaire de Toumoudi, Ala Thérèse est née en 1936 dans le village de Bofia. C'est avec Aomo Seli, un chef-d'œuvre musical, qu'elle a débuté sa carrière en 1956 aux côtés de son mari Ngoran Laloy qui l'accompagnait à l'accordéon. Après cet album, Ala Thérèse enchaîne les tubes à succès, dont Doumi, réalisé en 2005. Elle faisait partie des artistes préférés du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. À cet effet, elle a pris part à plusieurs grands événements tels que les sommets ou les visites d'autres chefs d'État en Côte d'Ivoire. Le 24 mai 2012, Ala Thérèse reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Et depuis 2014, l'artiste bénéficiait de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA, octroyée par l'État de Côte d'Ivoire aux pionniers des arts et de la culture. Juillet 2019, elle se remet sur la scène avec son dernier album, mais cette fois sans son mari. Un album testament de 10 titres intitulé « Benyansou Moyer », un titre évocateur qui signifie « ce qui procure le bonheur ». Un bonheur que l'artiste a voulu partager avec le public ivoirien.
Mais hélas, elle n'aura pas le temps de faire la promotion de cet album. Elle rejoint son mari après 63 ans de carrière avec à la clé cet album. Adieu l'artiste, adieu Allah, adieu Thérèse. Et voilà, merci infiniment à nous Sangaré et Dangui de la rédaction de l'information de RTI2 pour ce bel élément-là. Alors, Inabo Delors, quand on finit de suivre un tel élément, on a envie de se dire qu'elle aura bien vécu quand même. Oui, elle a eu une vie pleine, entière. On peut dire qu'elle a découvert sa mission sur Terre parce que, comme le disent ceux qui sont sages, il faut, le plus important dans la vie d'un homme, c'est de découvrir ce pourquoi il a été amené ici. Et elle, c'est vrai, quelqu'un a dit dans un article que j'ai lu hier qu'elle se serait donnée entièrement à la musique à cause du fait qu'elle se sachant ne pas pouvoir faire d'enfant. Elle s'est dit, dans la tradition baoulée, quand on ne fait pas d'enfant, notre nom s'arrête en même temps que notre vie s'arrête. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elle a fait de nous tous ses enfants. Grâce à son talent, son œuvre et l'héritage qu'elle laisse. Il y a beaucoup de personnes dont l'enfance, dont une grande partie de la vie se confond à celle de la carrière de Ala Thérèse. Et donc, par un mécanisme testamentaire pareil, elle a laissé énormément d'enfants dans ce pays. Alors, parlant de laisser des enfants, la transmission, Ala Thérèse, c'est un charisme, c'est une personnalité très forte. Et en plus, avec Ngoran Laloua, qui est quelqu'un de vraiment aussi éminemment charismatique, qui sont les autres Elle est partie, il reste qui? Je veux dire, quels sont les autres Ala Thérèse qu'on a dans le volet ancrage à notre culture, rayonnance internationale? Où elles sont ces personnes? C'est aussi un peu le problème que notre industrie, surtout axée sur la musique dite tradie moderne, a de plus en plus dans ce pays. Tous nos grands noms sont partis solitaires. C'est le cas pour Ernesto Djedje, c'est le cas pour, comment il s'appelle, Louga François, okay? C'est le cas pour Amédée Pierre, c'est le cas pour Niaouré Jimmy, c'est le cas pour Jimmy Hyacinthe, etc. Tous ces géants sont partis sans laisser de succession, sans laisser de testament. Parce que le testament, ce n'est pas l'ensemble des œuvres qu'on a faites, c'est aussi ce qu'on a réussi à transmettre. Alors nous nous rendons compte que malheureusement, dans notre écosystème musical, culturel, les choses sont ainsi. On éclot, on grandit, on s'impose et on part avec tout ce qu'on a été. Après, il n'y a plus de relève, il n'y a plus de fils, comme on dit. Je suis un peu désolé de cela, mais à mon avis, on a réussi sa mission que quand on part en ayant transmis. C'est cette chaîne de transmission que notre industrie n'arrive pas encore à établir, à maintenir d'une génération à une autre. Justement, parlons de la transmission. C'est vrai que dans le cas typique du couple Ala Thérèse Ngoran Laloua, on a monsieur qui joue d'un instrument et on a madame qui est au chant. On a vu, après la disparition de son époux, qu'elle est quand même montée sur scène avec voilà, un groupe et quelqu'un qui jouait à l'arcodéon, c'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que la relève pourrait partir de là, avec une autre chanteuse peut-être qui s'est inspirée un peu, c'est vrai, à distance? Bon, il va nous rester de le découvrir. Sinon, là, en temps normal de son vivant, on aurait dû voir commencer à éclore certains noms qui nous indiqueraient clairement que la pépinière existe, la relève est assurée, etc. Mais là, quand on part dans ces conditions-là, avec l'icône qu'on a été, c'est très compliqué. Tous ceux qui viendront après donneront le sentiment qu'ils essaient d'imiter. Et comme dans l'imaginaire collectif, on n'aime pas souiller en griffe les idoles, les icônes. On a du mal à leur rattacher des choses qui veulent leur ressembler. Vous avez vu quand Arafat est parti, il y a eu toute une panoplie de sosies qui se sont levés. Ils ont été très mal accueillis en fait. Parce que l'image qu'on a voulu garder d'Arafat, on n'a pas voulu la contrarier, la confondre à d'autres entités. C'est un peu ce qui risque de se passer quand on est trop seul en puissance dans son domaine et qu'on n'arrive pas à transmettre de son vivant, c'est compliqué. Mais nous ne disons pas que la faute lui revient à elle. Il appartient aux apprenants de s'immiscer dans les encarts que ces personnes-là leur offrent. C'est une femme très accessible et elle ne cache pas du tout son art. Vous voyez ce que Sidonie la Tigresse disait. Quand elle se retrouve dans des regroupements, elle lui demande l'autorisation d'interpréter telle ou telle de ses chansons. C'est comme ça que l'apprentissage se fait. C'est comme ça que les transmissions s'opèrent. Je suis d'autant plus d'accord avec vous que la transmission peut partir de
de la personne. Mais ça peut partir aussi d'un environnement, d'une structure. Si, par exemple, au niveau du ministère de la Culture ou bien des autorités ou bien de certaines entités, on l'implique, on dit, ah, à la Thérèse, pour la décennie, pour la fête nationale, on aimerait que vous puissiez faire, ouais, comme par exemple dans d'autres pays, Aznavour qui fait des featuring avec des jeunes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en plus, ce que vous dites, Alla Thérèse était très ouverte. Alla Thérèse a fait du hip-hop. Donc, on ne peut pas accuser Alla Thérèse d'être fermée. Il fallait aussi aller vers elle pour lui proposer des choses. Il le fallait, effectivement. Ouverte. Et puis, bon, après, voilà quelqu'un qui a assumé jusqu'au bout. Elle a assumé jusqu'au bout. Même cette chanson dont vous parlez, elle n'a pas changé sa manière de chanter. Oui. Elle n'a pas changé la langue dans laquelle elle chante. Les accordéons n'ont pas disparu. C'est plutôt une autre musique, une autre sensibilité qui s'est invitée. Vous voyez, elle est restée à la Thérèse. Alors, quand on est jeune et qu'on voit de telles personnes transcender le temps, c'est à nous de nous approprier ce qu'ils ont de mieux, ce qu'ils ont de meilleur, en venant à l'école pour apprendre afin de pérenniser voilà ce que ces personnes-là ont été. Mais après, quand ça ne suit pas et qu'on a toute une nouvelle génération qui s'engage dans un mimétisme occidentalisé, ça craint un peu pour ce que ces géants-là nous laissent. Il n'y a personne au rebond, comme on dit. Et parlons de la place à prendre aujourd'hui, hein, parce qu'il faut le dire, ou de la migration que certaines personnes qui sont déjà dans ce carcan-là puissent faire. Aujourd'hui, on a quand même des chanteuses aussi du V baoulé qui exercent déjà. Est-ce qu'il n'y a pas, comme je dis, une place à prendre, s'intéresser? Il y a forcément une place à prendre. Et ce qui est intéressant pour les artistes de cette partie de la Côte d'Ivoire, c'est que vous trouverez très peu de chanteurs baoulés qui ont du mal à s'imposer. Voilà, quel que soit le nombre, chacun arrive à... Ils ont ce truc-là de particulier. Ils ont ce truc-là de particulier parce qu'ils restent justement fidèles à ce qu'ils sont. Un chanteur baoulé, on reconnaît son art au contenu de ce qu'il chante, c'est-à-dire les paroles prononcées. Pour rire, on dit, bon, il y a beaucoup de grossièreté, etc. Mais c'est culturel, c'est eux. Ils ne vont pas modifier ça. Ensuite, ils ont la musique à laquelle ils sont restés fidèles malgré l'évolution des choses. Donc, il y a beaucoup de place à prendre. Il y a énormément de place à prendre. Et pour moi, ils sont encouragés. Il faut persévérer dans cet effort-là. Alors, moi, j'ai une question. En fait, en Côte d'Ivoire, et surtout en Afrique, on tue nos artistes plusieurs fois. Aujourd'hui, Alla Thérèse n'est plus là. On va lui organiser un hommage, tout ça. Et puis après, ce sera comme la tombe de Lugana à Lakota, qui est entourée de tas d'immondices. C'est ça. On n'a pas cette façon de bien prendre notre culture comme les autres. Mais et c'est en cela que les Occidentaux nous donneront toujours des leçons. Effectivement, la culture de l'immortalisation doit être une réalité. Quand vous allez en France au musée Grévin, vous voyez toutes ces représentations d'icônes, c'est-à-dire qui partent de très loin jusqu'à aujourd'hui. Les enfants vont et découvrent ces personnages-là avec leur histoire. Ces gens-là ne mourront jamais. Mais aujourd'hui, on dira à la Thérèse déjà 1 mois, à la Thérèse 2 mois déjà, et au bout d'un certain temps, on n'en parle plus. Aucune rue, aucun bâtiment, jusqu'à ce que 10 ans, 15 ans plus tard, un certain responsable d'administration songe à ce qu'elle a été et décide voilà, de lui offrir une petite bibliothèque quelque part là-bas à titre posthume. Mais ça ne suffit pas, il faut institutionnaliser l'immortalisation de nos icônes. Il faut le faire. Justement, parlons de l'immortalisation des icônes. Ailleurs, ça se fait. Hein. On a vu, après le décès de Michael Jackson, par exemple, on a ces anciennes chansons qui ont été reprises en featuring, comme s'il était encore vivant, comme s'il a vraiment participé même à l'œuvre. C'est une piste intéressante aussi. Les chanteurs baoulés me paraissent être très solidaires. Mais vraiment très solidaires. On a assisté à très peu de clash, comme on dit, entre eux. Il serait intéressant qu'ils maintiennent l'œuvre de cette dame, qu'ils se proposent entre eux de la pérenniser. Et mieux, pourquoi ne pas faire ce genre de featuring avec d'autres chanteurs locaux? Par exemple, il serait intéressant de voir un Bipomi Junior, par exemple, tenter quelque chose avec un hit de Alla Thérèse. Ou un chansonnier BT ou Koulango, je ne sais pas moi. Mais il faut faire tourner ces choses-là dans notre environnement culturel pour pouvoir pérenniser aussi. Alors, on va en parler, on va en reparler, mais un artiste qui s'en va, je ne sais pas si les gens
par exemple, les Ivoiriens aussi, parfois, nous prêtons le flanc. Je me rappelle, lors du décès d'Arafat, le ministre de la Culture avait dit non, qu'on allait faire c'était un mausolée, je crois. Un musée. Un musée. Les gens commençaient à parler. Pourquoi il va faire? Alors que c'est du gaspillage de fonds. Alors que, franchement, l'idée est bonne. Si chaque artiste qui part... Moi, aujourd'hui, on n'entend plus des sons de Louga à la radio. On n'entend plus des sons de Jimmy Hyacinthe. Mais pourquoi? Mais bien sûr. Mais c'est plus triste que ça, en fait. Oui, oui. Le truc, c'est que nous réagissons après coup. Un musée pour Arafat, l'idée est belle, mais qu'est-ce que ça d'institutionnel? Est-ce que c'est un truc qu'on fait parce que c'est Arafat ou bien ça rentre dans une politique, je veux dire, dans le long terme? Il ne faut pas faire un musée pour Arafat. Il faut faire un musée pour la culture ivoirienne ou bien il faut faire un musée pour les chanteurs ivoiriens. Voilà quelque chose qui, pour moi, a plus de pertinence parce qu'on ne va pas avoir 10 000 musées avec 10 000 musiciens qui vont nous quitter. Il faut, vous comprenez ce que je veux dire, institutionnaliser la chose dans un cadre plus formel et plus périn. Je me permets de vous couper pour vous dire, au moins l'idée naît. Parce que si c'était un moment, on n'allait même pas y penser. Déjà, greffons-nous sur ça pour en faire pour tout le monde. Oui, c'est ce que je dis. Je dis à la base, l'idée en elle-même ne gêne pas. Très bien. On peut faire quelque chose de plus intéressant en généralisant le concept et en l'institutionnalisant. Maintenant, après, on doit aller au-delà. Aujourd'hui, là, on a connu des chansons de comment elle s'appelle, la maman de Kedjevara, Antoinette Alani, dans les années 86-87, sur lesquelles on a fait des ballets à l'école primaire. Mais aujourd'hui, si tu recherches ces chansons-là, tu les retrouves plus. Tu les retrouves plus. Il faut développer un vrai cloud où nous allons, comment dirais-je, puiser. Non, c'est-à-dire stocker, voilà, justement, l'ensemble de ce bagage culturel ivoirien. Il faut qu'aujourd'hui, 50 ans après, on puisse écouter la première chanson de Alla Thérèse qu'elle a faite quand elle était... Et c'est des choses qui ne coûtent rien. Le ministère de la Culture peut se saisir d'un tel projet, créer un système où numériser toutes ces données-là, les mettre dans un cloud avec un accès libre et gratuit. Vous êtes bien placé pour savoir que le ministère de la Culture n'a pas un gros budget. Ça ne coûte rien, attendez, je développe. C'est vrai, on a déjà les artistes, le gouvernement a... Il faut le dire la vérité, prend en charge les anciens artistes à une hauteur vraiment humaine. Ce qui est intéressant. Maintenant, moi, où on doit tabler, surtout comme nous sommes à Matin Bonheur, c'est de faire en sorte que, comme la culture, c'est un vecteur de tourisme, donc de retombées financières après, il faut faire en sorte qu'on puisse augmenter le budget du ministère. Parce que les budgets sont faibles. De l'or. Écoutez, vous êtes bien je suis d'accord avec ça, mais on ne va pas... le budget du ministère de la Culture? Je sais que c'est un parent pauvre du budget national, mais je veux dire, on ne va pas tout focaliser sur les budgets. Entre autres. Oui. Il y a des initiatives aussi. Mais si, comme nous sommes dans une société aussi dynamique que... Alors, le projet, par exemple, dont je viens de vous parler, il peut être endossé par une maison de téléphonie mobile, puisque c'est du trafic qu'on va générer. Donc, il y a une grande visibilité. Un gros trafic, c'est de nombreuses paires d'yeux qui vont visiter. Là où il y a des yeux, il y a possibilité de publicité. Donc, ces choses-là peuvent être appuyées financièrement par des structures qui ont intérêt à se faire voir. Alors, si le ministère de la Culture porte un tel projet, nous ne disons pas nécessairement qu'il se doit de le financer. Il peut le porter et des gens qui ont confiance en lui parce qu'il a une institution crédible vont venir pour les financements et le déploiement. Ça, ce sont des idées. En fait, quand l'idée vient après la mise en œuvre, la partie opérationnelle, il y a des réajustements. On peut toujours ajuster. Et justement, pour un grand patrimoine que laisse Maman Alla Thérèse et son époux, qu'est-ce qu'on en fait? L'héritage appartient à qui aujourd'hui? Voilà, très belle question, par exemple, dans le prolongement de ce que nous disons. Les habits, les accordéons. L'héritage appartient à qui? Mieux. Moi, il y a une chose qui me peine. Je vous disais que j'aimais la musique traditionnelle, telle que chantée par ces grands noms-là. Mais en fait, je ne comprends rien là-dedans. On ne va pas me dire qu'avec la sagesse qu'elle a, elle ne disait rien dans ses chansons. Elle disait forcément des choses profondes. Mais parce que je suis Koulango, Abron ou Jimini et que je ne comprends pas Baoulé, je suis privé, alors que ça fait partie de mon patrimoine ivoirien. Le projet dont je vous parle, par exemple, on pourrait le poursuivre en mettant à disposition ces monuments-là dans leurs chansons, mais sous-titrés dans un langage accessible à tous, comme le français, par exemple, ou même l'anglais. On peut traduire ces chansons-là. Elles nous ont toutes impactées, elles nous ont toutes
toutes baissées, mais on ne comprend pas ce qu'on disait dedans. Ça vous fait pas mal de ne pas savoir ce que Louga disait? Ah oui, ça vous fait pas mal de ne pas savoir ce que Niaouré Jimmy disait, lui qui a les chansons remplies de proverbes et de sagesse du centre-ouest. Vous voyez un peu, il y a tout ça qui fait mal, les Soro, Ngana et autres. Bon, je crois qu'il est toujours vivant. Oui, il est là. Les hérés des papas, tout ça, ils ont dit des choses, ces gens. Mais ils ont dit quoi? Qu'est-ce qui nous reste? À part les souvenirs de leurs accoutrements et de leurs mélodies, on retient quoi? Voilà la vraie question. Voilà la vraie question. Il faut intégrer ça dans notre processus d'éducation. Voilà. C'est-à-dire le patrimoine, il faut apprendre aux enfants de 2-3 ans d'aimer déjà. Nous sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, un cas banal. Aux États-Unis, dans chaque classe, il y a le drapeau des États-Unis. Chez nous ici, il n'y a aucun drapeau dans les classes. On trouve que ce n'est pas utile. Alors que c'est là que se construit l'amour de dans l'État. chaque classe et dans chaque film. À partir d'aujourd'hui, commencez à faire attention. Vous ne verrez jamais un film américain sans quelque part le drapeau qui passe. C'est subliminal. Voilà, c'est comme nous ça. ici, on se dit que non, c'est pas utile. Non, on peut faire ça. Non, c'est là que ça participe de l'éducation, de l'amour du patrimoine. Si nous faisons ça, si nous rendons ce trésor-là, cet héritage-là accessible au grand nombre, nous allons nous imposer. Je vous ai dit que la culture, c'est un combat d'imposition. Oui. La culture s'impose. Ça peut être brutal, mais c'est comme ça. On ne s'impose pas sa culture. Et il y a des chansons en anglais que j'ai commencé à aimer quand j'ai découvert le sens des paroles. Mais c'est pareil. C'est pareil. Et même ici, il y a des chansons que j'ai aimées davantage quand j'ai découvert ce qu'on disait dedans. Alors, il faut faire ça, il faut aller à ce pas-là. Il faut universaliser déjà en interne ici le sens et l'appartenance des Ivoiriens vis-à-vis de leur culture. Et puis après, il faut l'étendre au grand nombre. Tout un programme, hein, mesdames et messieurs. On va revenir là-dessus avec Delors, si on a le temps, juste après ceci. Il bascule lorsqu'elle répond à un appel d'urgence. C'est un appel de l'hôpital. Raquel apprend que Damien, son mari, est dans le coma à la suite d'un accident de la circulation. Mais une femme se trouvait avec lui dans la voiture. Je suis la femme de Damien Becker. On m'a dit qu'il avait été transféré. Votre mari est sorti de chirurgie. Il est en soins intensifs. Santiago, un ami de la famille, vient porter secours. Mais lui aussi doit faire face à une terrible vérité. À l'intérieur de la voiture, il y avait les effets personnels d'une femme qui, pour le moment, a disparu. La femme accompagnant Damien n'est pas une inconnue. C'est son épouse qui s'avère être la maîtresse de celui-ci. Elle s'appelle Carolina Rivas. Non, c'est une erreur. Connaissez-vous cette femme? C'est ma femme. Amour coupable. Du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Regardez-le. Tu n'as même pas honte. Depuis le week-end que tu es sorti, c'est seulement maintenant que tu rentres. Ça dit que tu n'as même pas pensé un seul instant à ta femme que je suis. Hein? Elle est où? Attends, j'ai une femme dans cette maison. J'ai dit, comme nous tous, dans la couche, là, on est célibataires, est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Attends, s'arranger comment? Non. Bon, ce que je vais te dire là, si tu es d'accord, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire, toi, en attendant là, toi, tu perds ma tisa. C'est de moi tu parles? Solo. Où est place dans cette maison-là et puis tu veux faire venir ta nièce? Toi-même, tu vois très bien qu'on est dans une chambre-salon. On va se débrouiller. Et puis j'ai besoin d'elle pour mon commerce. Écoute, ne me dis pas ça. Ne me dis surtout pas qu'on va se débrouiller. C'est parce qu'on ne peut pas se débrouiller qu'on a envoyé notre fille chez ma mère. Et puis ta nièce là, tu vois très bien qu'elle est grande. Où elle va dormir? Où elle va s'échanger? Faut pas fâcher. Tous les samedis à 12h25 sur RTI 1. Il était une fois au 19e siècle un jeune noble californien du nom de Diego de la Vega. C'est bizarre. Quoi? Et je ne comprends pas pourquoi ils s'en vont. Donnez-nous le vent sans résister. Oh non. Donnez-le-nous. Allez, Je ne vous laisserai pas prendre ce vin. Toute résistance est inutile, vous perdez votre temps. Qui a fait ça? Oh,
Zorro! Vous feriez mieux de rester en dehors de ça. Il décida de combattre l'injustice sous le nom de Zorro. Qui vous a payé pour faire ça? Au bonheur des tout-petits, la légende de Zorro. Du lundi au vendredi à 17h45 sur RTI 1. Suivez du lundi au vendredi après le Flash Info de 18h, l'info régionale. Rediffusion à 22h50. Toute l'actualité des régions, le tout en images sur RTI 1. La chaîne qui rassemble. Bienvenue dans ce point de l'actualité internationale. On démarre aux États-Unis. Le procès en destitution de Donald Trump s'ouvre aujourd'hui au Sénat. Il devrait durer au moins 2 semaines. Si l'issue ne semble guère faire de doute, compte tenu de la majorité républicaine dans cette enceinte, les enjeux sont importants pour les démocrates comme pour la Maison-Blanche. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé hier une réunion d'urgence demain consacrée à l'émergence du nouveau virus proche du SRAS, virus qui se répand en Chine et a touché 3 autres pays asiatiques. Un comité ad hoc doit se réunir à Genève en Suisse pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. La Chine, premier pollueur de la planète, va bannir les sacs en plastique jetables dans les grandes villes et les pailles alimentaires dans les restaurants dès cette année afin de réduire les déchets et la pollution. La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère de l'Environnement ont annoncé dimanche un plan quinquennal de réduction de la consommation de plastique dont la Chine est l'un des plus gros utilisateurs mondiaux. Le 1er janvier apporte un peu partout son lot de réformes. Eh bien, en Allemagne, l'une d'entre elles a suscité ces dernières semaines de nombreuses polémiques. Les commerçants auront désormais l'obligation d'imprimer un ticket de caisse pour toute prestation, même si le client n'en veut pas. La loi adoptée il y a 3 ans a pour but de lutter contre la fraude fiscale estimée à 10 milliards d'euros. Dans la dernière ligne droite, avant l'entrée en vigueur du texte, les critiques ont redoublé. On arrive à cette image impressionnante de l'agence France Presse. Environ 2000 migrants d'Amérique centrale traversent le fleuve Suchuat entre le Guatemala et le Mexique dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Les experts ont confirmé lundi l'authenticité d'un autoportrait de Vincent Van Gogh où il affiche un air triste, mettant fin à des décennies d'incertitude autour de la toile, considérée par eux comme la seule œuvre peinte par l'artiste néerlandais pendant qu'il souffrait de psychose. Sur le tableau appelé Self-Portrait 1889, l'artiste tourmenté s'est représenté de 3/4, la tête inclinée vers le bas, le regard vide, une expression de tristesse sur son visage fermé, le tout dans des teintes sourdes. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce 7h. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Régis Cauchy. Et Inabo Delors est exceptionnellement resté avec nous. On va recevoir dans quelques instants Maître Djelardi Eric pour terminer sur le sujet des infractions à l'utilisation d'éthique. La dernière question, ce sera de savoir comment perpétrer l'œuvre de l'artiste, surtout avec la personnalité qu'elle dégageait, personnalité éprise de paix. Oui, personnalité éprise de paix, c'est bien vu. Comme vous l'avez souligné, c'est quelqu'un qui a traversé les âges, qui a traversé toutes les présences politiques du président Houphouët-Boigny au président Ouattara. Et elle ne s'est jamais négativement illustrée dans ce registre-là. Elle a été aimée de tous et de toutes. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut pérenniser. Comment il revient aux décideurs sur la base de plusieurs idées, dont celle que nous avons développée tout à l'heure, de mettre ces réformes-là en œuvre, mais il faut quand même qu'on arrive à immortaliser ces icônes intemporelles.
En tout cas, merci infiniment à vous d'être venu après l'appel, donc la rédactrice en chef, pour venir parler, traiter ce sujet d'actualité. C'est un sujet national. Ce qu'on a apprécié chez Alla Thérèse, on l'a dit à l'instant, c'est qu'elle a traversé tous les clivages politiques. Elle n'a jamais eu de parti pris. Elle a toujours été pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été son principal parti politique. Merci d'être à Matin Bonheur. On poursuit, on poursuit. On reste avec Alla Thérèse à travers cette vidéo. Et juste derrière, on va être en compagnie de Maître Éric Djelardié pour le dernier couloir de cette émission. Mani clama, la mia se manio. Voilà, ses œuvres lui survivront à jamais. Un artiste ne meurt jamais. Donc, on en arrive à la dernière phase de cette émission, la chronique droit. Aujourd'hui, on parle toujours des infractions liées à l'utilisation d'éthique avec la démarche, bien sûr, des cas pratiques qui seront soumis dans quelques instants à notre cher maître qui nous fait aujourd'hui le bonheur encore d'être avec nous, juste après le jingle, bien sûr. Les infractions, mesdames et messieurs, à l'utilisation d'éthique avec Maître Djelardié qui est avec nous une fois de plus. C'est deuxième dose, Maître. Aujourd'hui, Alix l'a énoncé déjà, on va parler des cas pratiques. Et tout de suite, sans tarder, nous allons aller avec le premier cas. Le mardi passé, nous avons parlé un peu du cadre législatif. Aujourd'hui, on va rentrer de plein pied dans le sujet. Alors, Maître, bonjour. Bonjour, Marcel. Alors, le premier cas, une secrétaire revenant de congé maladie s'aperçoit que son employeur a ouvert l'ordinateur sur lequel elle travaille au bureau et a lu ses emails. Par la suite, son directeur général lui a reproché d'avoir envoyé des informations confidentielles à des concurrents et après lui avoir adressé une demande d'explication, a procédé à son licenciement. Elle entend porter plainte contre lui pour avoir ouvert ses mails sans son consentement. Quelles sont, Maître, ses chances de succès selon vous? Alors, ce qu'elle reproche à son employeur, c'est d'avoir utilisé son ordinateur, d'avoir lu sa correspondance électronique. Donc, elle suppose que cela constitue une infraction parce qu'elle n'aurait pas donné son autorisation à l'employeur. Alors, il faut savoir que si l'employeur a effectivement recherché le moyen d'accéder à la boîte email, qu'il a cherché le moyen de contourner le mot de passe, alors on pourra dire qu'il a pris frauduleusement connaissance de l'information contenue dans cet ordinateur-là. Seulement si, comme très souvent cela se passe, le mot de passe était déjà enregistré dans le navigateur Internet, l'employeur qui est propriétaire du parc informatique de la société a le droit, lorsque son employé est absent, de rechercher une information quelconque sur l'ordinateur. S'il n'a pas contourné le mot de passe, on ne peut pas lui reprocher d'avoir commis une infraction. L'infraction qu'on pourra lui reprocher est de deux types, enfin de deux natures. Soit ce qui est prévu par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité, qui consiste à prendre frauduleusement connaissance d'une infraction, soit ce qui est prévu par l'article 31, qui consiste à ouvrir de mauvaise foi une correspondance. Et ici, la notion de mauvaise foi est capitale. Est-ce que l'employeur a été de bonne ou de mauvaise foi? S'il a été de mauvaise foi, l'employé peut porter plainte contre lui. Et s'il a été de bonne foi, elle peut porter plainte, mais elle n'aura pas gain de cause. Elle n'aura pas gain de cause.
D'accord. Donc le cas ici traité de Madame la secrétaire. Autre cas à vous soumettre, sous X. Madame X soupçonne son époux de commettre une infidélité depuis quelque temps. Elle décide de le surveiller et réussit à découvrir le mot de passe de son téléphone portable. Pendant le sommeil de l'époux, elle s'empare de son téléphone et découvre des SMS témoignant incontestablement d'une relation extra-conjugale. Alors qu'elle réveille son mari pour le sommer de s'expliquer sur ces messages compromettants, celui-ci la menace de porter plainte contre elle pour s'être frauduleusement introduite dans son téléphone. Cette menace des poursuites est-elle fondée au regard du droit en Côte d'Ivoire, maître? Alors, ici, c'est un peu le même cas, mais présenté de façon différente. Il y a toujours la question de la légitimité de l'action de celui qui va prendre connaissance de l'information. Il y a toujours la question de la bonne foi de celui qui recherche l'information. Ici, c'est une dame qui est mariée, il me semble, puisqu'on parle de l'époux. C'est ça. Donc, elle est dans un cadre de relation amoureuse légitime et protégée par la loi. De sorte que si elle a des soupçons qui sont motivés par certaines attitudes de son conjoint, le fait pour elle d'aller rechercher l'information ne peut pas, a priori, être regardé comme constituant de la mauvaise foi, à mon sens, à tout le monde. Et donc, on ne peut pas lui faire application des dispositions pénales qui condamnent celui qui va à la recherche de l'information de façon électronique, frauduleusement ou de mauvaise foi. C'est vrai qu'elle a surpris le mot de passe de son époux, et que l'article 30 de la loi sur la cybercriminalité prévoit une peine très lourde, qui ne peut pas être inférieure à 10 ans lorsque on commet une infraction liée à l'utilisation d'éthique qui concerne un matériel qui est protégé par un code d'accès secret. Donc si on devait lui faire application de cet article-là, elle encourait une peine minimale de 10 ans de prison pour avoir regardé dans le téléphone de son époux. Et ce serait vraiment pas logique. Oui, franchement, quand ils sont mariés. Donc je pense que dans ce cas-là, on est obligé de lui reconnaître la bonne foi, compte tenu de la légitimité de sa relation. Et voilà, ça va chauffer aujourd'hui. N'aura qu'à s'exprimer. Ça donne foi dans le dos, j'imagine, les conversations à la maison. On ne va pas regarder nos téléphones de la même manière ce soir. Alors, une dame, autre cas à mettre, à vous soumettre et à proposer aux téléspectateurs, une dame découvre sur le réseau social Facebook, toujours là-bas que ça commence, découvre sur le réseau social Facebook des publications la concernant, faites par une personne qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, l'accusant d'entretenir une relation amoureuse avec l'époux de la meilleure amie de l'auteur des publications concernées. La dame souhaite savoir de quels moyens elle dispose pour pouvoir mettre un terme à ces publications qui sèment le trouble, on imagine, dans son foyer et mettant à mal ses relations avec des collègues au bureau. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'effectivement, elle entretient une relation qu'on dirait coupable avec le conjoint de la dame concernée. Parce que c'est une infraction en République de Côte d'Ivoire que d'avoir des relations avec quelqu'un qui est marié. C'est une infraction qui est prévue par l'article 456 du Code pénal. Et la peine, il me semble, est de 2 mois à 1 an de prison. Donc, je vois les sourires, mais c'est une réalité. Ouais. Alors, elle reproche à quelqu'un d'avoir mentionné sur Facebook qu'elle entretient une relation amoureuse avec quelqu'un qui est marié. Donc, avant d'entreprendre quelconque action, il faut qu'elle regarde elle-même la poutre qu'elle a dans son œil éventuellement, qu'elle se demande est-ce que je le fais ou pas. Et si elle entretient effectivement ce type de relation, je pense qu'elle aurait tout intérêt à mettre balle à terre, comme on dit, pour ne pas entraîner des poursuites judiciaires à son encontre de la part de l'épouse de son amoureux. Maintenant, si tel n'est pas le cas, si c'est une imputation d'un fait qu'elle n'a pas commis, la première chose à faire pour faire cesser donc les publications sur Facebook, c'est de signaler ces publications-là comme étant abusives. La deuxième chose, ce serait de porter plainte contre celle qui fait ces publications-là sur le fondement de l'article 446 du Code pénal de la République de Côte d'Ivoire qui punit la dénonciation calomnieuse. Vous avez sorti le terme. C'est le fait de faire des allégations volontairement mensongères concernant des faits qui sont susceptibles de sanctions disciplinaires ou de poursuites judiciaires. Donc elle pourrait saisir l'autorité de police judiciaire, notamment le procureur de la République, pour engager des poursuites contre ces personnes-là.
Je précise qu'il faut qu'elle soit vraiment blanche comme neige, à mon sens. Oui, la précision est de taille, c'est très important. Très important. Alors, oui, cas prochain. Un individu soupçonne sa petite amie de 25 ans d'entretenir une relation amoureuse parallèle à la leur, dit donc l'infidélité. Pour pouvoir rassembler des preuves de cette tromperie, il décide d'installer sur le smartphone de son amoureuse, à l'insu de cette dernière, une application qui lui donne accès aussi bien à l'historique des appels téléphoniques de la concernée qu'aux messages à elle envoyés ou reçus. Des mois plus tard, le smartphone tombe en panne et sa propriétaire le dépose chez un professionnel de la réparation de téléphones et d'ordinateurs pour le faire réparer. C'est ce dernier qui découvre l'application surmentionnée et qui en informe sa cliente. Prise de colère, elle décide de porter plainte contre son compagnon, petit ami, donc précision, ils ne sont pas mariés. A-t-elle raison de le faire? Alors, dans ce cas pratique particulier-là, d'abord, l'individu concerné, il prend sur lui d'installer une application tierce à l'insu du plein gré du propriétaire du téléphone. Il exploite donc cette application, puisqu'il lit les messages, il regarde l'historique des appels, il fouille dans le téléphone. Et il le fait pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois. Donc je pense qu'il y a une accumulation d'actes qui font qu'on ne peut pas lui reconnaître la bonne foi. Encore que la relation dans laquelle il se trouve n'est pas juridiquement protégée. Ça peut être ce qu'on appelle une union libre, un concubinage. Et c'est une relation qui n'est pas encadrée par la loi et donc qui ne fait pas l'objet d'une protection juridique, qui ne donne pas le droit en tant que tel, et surtout pas le droit d'installer une application dans un téléphone. Et le fait d'installer cette application-là constitue une infraction spécifique qui est prévue par l'article 12 de la loi sur la cybercriminalité, qui punit le fait d'altérer des données à l'intérieur d'un système d'information, d'y ajouter ou de soustraire des données. Donc, une application, cela n'est rien d'autre qu'une suite d'instructions. Donc c'est de l'information que vous ajoutez au téléphone. Et c'est une infraction qui est punie d'une peine allant de 1 à 5 ans de prison. Donc ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Il prend frauduleusement, c'est le cas de le dire, connaissance du contenu du téléphone. La peine est ici de 5 à 10 ans de prison, prévue par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité. Donc, dans cette hypothèse-là, je ne vois pas de motif d'écarter l'application de ces... Et si c'était marié, ça changeait? À mon sens, l'appréciation va relever du pouvoir du juge qui sera saisi de cette affaire. Mais je pense que la situation est tout à fait différente quand on est marié, parce qu'on est dans une relation qui est protégée par la loi. C'est ça qu'Alix a dit, la petite amie, c'est important. Alors, un autre cas, là on va laisser un peu l'infidélité pour aller maintenant dans d'autres sillons. Aujourd'hui, avec les smartphones, tout le monde peut prendre tout le monde en photo à son insu ou enregistrer une vidéo sans le consentement de ses protagonistes. De telles photos et vidéos se retrouvent souvent de façon malencontreuse ou voulue sur les réseaux sociaux. Alors, les personnes dont les images sont ainsi publiées ont-elles des voies de recours pour mettre un terme à ces agissements, maître? L'encadrement de l'utilisation d'éthique en Côte d'Ivoire est fait de sorte à protéger la vie privée, à protéger les données à caractère personnel des consommateurs et des utilisateurs. C'est ce qui est prévu par l'article 7 de la loi d'orientation de la société d'information en Côte d'Ivoire. La loi de 2013 sur la protection des données à caractère personnel prévoit que celui dont les données sont utilisées à l'encontre de sa volonté puisse mettre un terme à cette utilisation-là. Et ce qu'on entend par données à caractère personnel, c'est tout élément d'identification, quelle que soit la forme, données numériques, données sous forme d'image ou de son, qui identifie la personne et qui permet d'en préciser l'identité. L'image fait partie de ces données à caractère personnel. Et vous avez l'article 30 qui permet à celui qui voit son image être utilisée ou tout autre type de données à caractère personnel être utilisée, de faire cesser cette utilisation-là en s'adressant à ceux qui sont au niveau de l'administration du site internet concerné, chargés de la protection des données à caractère personnel. Bien évidemment, cela peut marcher plus facilement lorsqu'il s'agit d'un site qui est, dont l'administration est localisée en Côte d'Ivoire. Pour les autres sites, vous avez toujours la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, de signaler les publications dont vous pensez qu'elles
bafoue votre droit, ou qu'elle viole votre droit à l'image, pour faire cesser l'utilisation, la publication de ces images, de ces vidéos-là. D'accord, maître. Mais toujours est-il qu'il faut retenir que ce n'est pas anodin de prendre des vidéos de personnes sans leur consentement et de les publier par la suite. Il faut faire attention donc. Alors, maître, la Côte d'Ivoire est depuis plusieurs décennies considérée comme une plateforme tournante de la culture en Afrique, dans la mesure où l'éthique se développe de plus en plus dans notre cher pays. Cela nous conduit à nous interroger. La loi ivoirienne protège-t-elle la propriété intellectuelle des atteintes qui peuvent lui être portées grâce au TIC? Oui, absolument. C'est l'une des vocations de la loi sur la cybercriminalité, de mettre un terme ou de prévenir la violation du droit à la propriété intellectuelle. On parle précisément du droit d'auteur et des droits voisins. Et donc, cela a été érigé en infraction le fait de reproduire et de distribuer, grâce au TIC, des œuvres qui sont protégées. La protection s'entend du seul fait même d'avoir créé une œuvre originale. Dès lors que vous créez une œuvre originale, vous avez dessus le droit d'auteur et vous bénéficiez des droits voisins. Et vous êtes la seule personne, vous et vos ayants droit, à pouvoir autoriser l'utilisation de votre œuvre originale. Et la loi sur la cybercriminalité a prévu que soient sanctionnés ceux qui reproduisent, qui stockent ou qui distribuent ce type d'œuvre-là grâce au TIC. Et on va penser notamment aux films, aux vidéos qui sont partagées sur les sites de partage peer-to-peer. C'est une attitude, une action qui est illicite, et le fait de télécharger ce type d'œuvre-là est également illicite. Le téléchargement, le stockage, la distribution, le visionnage constituent des actes qui sont illicites. Ok, merci maître. Alors, tout à l'heure, on a reçu notre collègue du digital de la maison RTI qui nous disait que les 14-30 ans étaient très concernés par tout ce qui est digital. Moi, je reste dans ce giron-là des 14-30 ans. L'accès à un cybercafé, est-ce que c'est réglementé, à un mineur, est-ce que c'est représenté? Parce que 14, on est encore mineur, là, de 14 jusqu'à 18 ans. Comment c'est réglementé tout ça par la loi ivoirienne? Le législateur considère de façon générale, et c'est vrai, que celui qui n'a pas atteint la majorité ne jouit pas de toutes ses facultés. C'est 18 ou 21? 18. 18. Maintenant. Révolu. Oui. Maintenant. Révolu. Maintenant. Maintenant, oui. Avant 21, comme vous avez évoqué. Ne jouit pas donc de toutes ses facultés et donc ne peut pas par lui-même poser certains actes. Entrer dans un cybercafé, le cybercafé, c'est, nous savons tous ce que c'est, c'est un centre ouvert au public où on fournit des prestations de télécommunications, Internet, téléphone, traitement de texte. Le laisser entrer là, sans garde-fou, c'est l'exposer à tout ce qu'on peut voir sur Internet en termes de pornographie, de violence et tout ça. Et donc la loi a prévu que le mineur de moins de 10 ans ne puisse pas entrer seul dans un cybercafé sans être accompagné par un adulte. Celui qui a moins de 18 ans, donc entre 10 et 18 ans, peut entrer seul, mais ne peut pas avoir accès à tous les sites. Notamment, il ne peut pas accéder aux sites à caractère pornographique ou qui présentent de la violence excessive. C'est pour cela qu'il est exigé l'identification de tous les usagers des cybercafés pour pouvoir déterminer leur âge et donc leur majorité. Et faire les réglages qui s'imposent. Alors, maître, on raconte qu'il est possible de récupérer des informations protégées en passant par l'éthique. Cela est-il puni ici en Côte d'Ivoire par la loi? Cela est puni. Je crois qu'on l'appelle piratage informatique. D'un point de vue technique, on parlera de vol d'informations. Le vol d'informations est prévu par l'article 26 de la loi sur la cybercriminalité. Et il est passible d'une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Donc, il faut dire à ceux qui seraient intéressés par ce genre de pratique-là qu'il y a gros à risquer pour eux. En tout cas, merci infiniment à vous, maître Eric Arsi Djelardier. Je rappelle qu'avec vous, nous évoquions vraiment des cas concrets dans le vécu des Ivoiriens, le vécu quotidien des Ivoiriens relativement à l'infraction liée à l'utilisation d'éthique. Mardi prochain, si vous nous faites l'honneur, l'amitié d'être en notre compagnie, on sera avec un nouveau cas de droit, avec toujours des cas pratiques. Mais demain, c'est mercredi à Matin Bonheur, on va parler famille. Bonne journée et merci à Cora, création de nous habiller.